Pour annuler cette demande, message supprimé. Appel 25 octobre 18h20 pour confirmer. Message supprimé. Appel 20 pour confirmer. Message supprimé. Appel pour confirmer. Message supprimé. Appel 30 octobre pour confirmer. Message supprimé. Appel 2 novembre pour confirmer. Message supprimé. Appel aujourd'hui 9h24 09 70 58 02 79. Désolé, mais cette touche n'est pas une entrée correcte. Bien, 1 minute, et encore j'ai pas tout fait entendre dans cette vidéo. Bien, donc tous les messages sont supprimés. C'était quoi? C'était le répondeur. Il y a un film très bien d'Alain Cavalier. Ce répondeur ne prend pas de messages, je crois. Bien, ben moi j'ai encore un téléphone fixe, comme beaucoup de gens, j'ai encore une ligne fixe, et en fait personne, presque personne ne m'appelle jamais sur cette ligne fixe. En revanche, on peut dire que tout ce qui est colporteur, télé, marketing, sait où nous trouver. Et bon, même si à un moment donné il y a eu Blocktel, et il y a eu je sais plus quelle initiative aussi du gouvernement qui a permis de mettre un très gros coup de frein à ces pratiques de démarchage téléphonique à domicile, c'est reparti comme en 40. Donc voilà, un début un peu bizarre, un peu fastidieux, mais il y aura un sommaire pour que vous n'ayez pas à vous appuyer la totalité de la vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est je range mon bureau. Alors j'ai plein d'autres choses à faire, et pour mon travail universitaire, mon travail d'enseignant, et également pour ma recherche, parce qu'aujourd'hui, on est le 6 novembre, et dans une semaine pile, je présente une communication sur l'expérience des traductions sans filet à Lyon, à l'invitation de l'équipe Marge, et notamment de Gilles Bonnet, que je salue, puisqu'il regarde régulièrement ces vidéos. Voilà, donc j'ai plein d'autres choses à faire. Et bien malgré tout, je fais une vidéo je range mon bureau, et en plus je fais une vidéo je range mon bureau qui va dépasser les 20 minutes fatidiques de mon appareil photo, et qui donc va impliquer un peu de montage. Bien, donc peut-être que je vais réduire d'ailleurs la partie des messages supprimés en début de vidéo, on ne sait pas, on va voir. Voilà, donc un très long préambule déjà pour dire pourquoi je ne suis pas censé faire une vidéo je range mon bureau et pourquoi je la fais quand même. Alors je la fais quand même dans un cadrage, non pas dans un cadre inhabituel, parce qu'en fait je suis quand même à mon bureau, mais dans un cadrage inhabituel, à savoir que là je suis devant une partie des étagères qu'on ne voit pas d'habitude, puisque je ne suis pas stricto sensu assis à mon bureau, mais sur le côté de mon bureau. Donc ce qu'on voit derrière moi là, ce sont les étagères que j'ai à ma droite d'habitude quand je travaille, et donc que j'ai à ma droite sur les vidéos habituelles de la série Je range mon bureau quand elles sont tournées à Tours. Voilà, alors pourquoi est-ce que ça va être une très longue vidéo? Eh bien voilà pourquoi. Et c'est que du français, avec même, il y a un peu de traduction, mais enfin c'est que du français. Aujourd'hui, pour diverses raisons d'ailleurs, parce que je lis aussi des choses en anglais, mais j'ai plein de choses en cours de lecture, et c'est en fait vraiment pour mon travail, donc entre Washington Irving, Nadine Gordimer, etc. Puis j'ai aussi commencé le roman de Kate Tempest que m'avait prêté ma mère il y a déjà de nombreux mois, et je l'ai juste commencé, donc il n'est pas déjà dans la pile à ranger, fort heureusement. Alors il y a beaucoup de choses, et en fait, comme si c'était pas assez, je vais même commencer par une rubrique qui n'est pas exactement pertinente pour Je range mon bureau. Ce sont les livres. Je pourrais vous montrer ma pile à lire. C'est Stephen Corvez, ou Stephen Corvée, on peut dire les deux, paraît-il, qui fait ça, la pile à lire, la pile à écouter. Il a commencé une pile à écouter, c'est-à-dire la pile des disques qu'il s'apprête à écouter, et il fait pareil pour les piles à lire. Alors moi je fais pas ça, moi je parle des livres une fois quand même que je vais les ranger, donc que je les ai lus ou que je les ai abandonnés, ça arrive, comme on le sait. Mais là je vais quand même rapidement parler de livres qui sont dans ma pile de lire à livres prochainement. Il y a Discernement, le premier texte publié, le premier roman publié de Guillaume Contré. C'est aux éditions Louise Bottu, et je remercie chaleureusement l'éditeur et l'auteur, parce que c'est eux qui me l'ont gracieusement envoyé. Donc voilà, je vais le lire bientôt.
si ça me plaît pas, je le dirai. Mais voilà, je l'ai pas commencé, donc pour l'instant, je peux rien dire. Mais en tout cas, voilà, renseignez-vous sur les éditions Louise Bottu, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et puis 2 livres que là, je me suis acheté moi-même hier, comme s'il n'y en avait pas assez. Une nouveauté, vraiment ça vient juste de sortir, on en a pas mal parlé, je crois, il y a pas mal de presse autour. Kanaki, le 2e livre de Joseph Andras, dont j'avais beaucoup aimé De nos frères blessés il y a 2 ans, c'était l'époque où je ne faisais pas les vidéos, je range mon bureau, donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Et alors là, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un Bergogneau que je n'ai pas et que je ne connais pas, c'est un des premiers, 1987, La Maison Rose. Et une des raisons pour lesquelles je veux lire ce Bergogneau, c'est parce que La Maison Rose, il en parle très souvent dans les carnets, que j'ai lus intégralement, les carnets de 1980 à 2015. Et puis il y a aussi en fait ce titre de La Maison Rose, parce que ça évoque une de mes chansons préférées, le Dick Hannigan, qui s'appelle sobrement, simplement, Maison Rose. Voilà, donc ça c'est les livres à lire. On enchaîne avec vraiment les livres que je vais ranger. Il y a 2 livres que j'ai prêtés, et que j'ai lu il y a très longtemps. Alors lui, je l'ai lu, je sais très bien à quel moment, parce que c'était au tout début des blogs, c'était en 2006, c'est La déchéance d'un homme d'Asai Osamu, traduit du japonais par Georges Renondo, et d'Asai Osamu, c'est un écrivain qui a beaucoup compté pour moi à un moment donné, et La déchéance d'un homme, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et puis j'avais prêté aussi Passage d'Émile Olivier, parce que je me rappelle avoir énormément aimé ce livre, et Passage d'Émile Olivier, c'est un livre publié en 1994 aux éditions du Serpent à Plumes. C'était l'époque où au Serpent à Plumes, il faisait encore ces très très beaux livres cartonnés. Après, ils sont passés, sans doute pour des raisons financières, à un format broché un peu plus classique, mais là, c'est des très 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 beaux livres qui se conservent extrêmement bien, en plus, je tiens à le dire. Si vous trouvez parfois ces livres d'occasion du Serpent à Plumes, il faut vraiment les acheter, parce que d'abord, c'est une très belle collection, il y a un très beau catalogue, et en plus, les livres eux-mêmes sont très beaux. Bien, donc ça, c'est les choses que je vais ranger. Les livres que je vais ranger, parce que je viens de les lire, eux, eh bien, il y a de nombreux livres des éditions du Réalgar, parce que les éditions du Réalgar, j'en ai acheté récemment, pas mal, et puis l'éditeur, extrêmement gentil, extrêmement généreux, ayant apparemment apprécié mes vidéos, m'en a envoyé un grand nombre, hein, une petite dizaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais parler de plusieurs livres des éditions du Réalgar, parce que ça y est, je les ai lus, puis il y en a plein encore sur la pile de livres à lire. Donc du Réalgar, il va y en avoir dans la 28, la 29, la 30, enfin on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et je commence par À hauteur de l'ange de Carole Dailly, ou Dailly, je pense Dailly, ça doit se dire logiquement. Je connaissais pas du tout Carole Dailly, c'est un recueil en 2 parties. La première partie qui donne son titre au recueil global, À hauteur de l'ange, et la deuxième partie que je préfère en fait, qui s'appelle Revenir, comme le titre d'ailleurs du dernier roman de Rahari Manan. C'est vraiment une voix poétique qui m'a bien plu. J'en cite un extrait, parce que plutôt que de blablater, je préfère donner voix au texte que je présente. Matin vrillé, la nuit alcool, épanouit la nuit du dehors, pleine et légère à ne plus compter, tu sais. Oui, tu sais, et prise à bras le corps, d'amour le temps, et toutes ces choses qui deviennent ballons dans le ciel. L'immersion, puis le matin, rivage d'abandon, le grand silence, puis le tambour, des lames de fond se dressent, me rejettent, s'abattent dans les goulets d'appel, le fracas qui martèle, j'entends encore quelque chose s'étonner, une pureté peut-être s'égarer, une voix orpheline, les déferlantes clament une puissance inhumaine, Pierrot chante « Prête-moi ta lune », quand Pinocchio et toute sa famille sont avalés brusques par la baleine, le regard s'accroche, la terre, le ciel. Une tentative de recueillement, s'amarrer, revenir. L'air, la terre pour lien, presque une douceur, presque une mer. Mais de chercher si loin dedans son propre pardon, avec pour tout chapelet à la main tremblante, les conques d'une soif encore balbutiante. Voilà, c'est un des poèmes de Carole Dailly dans À hauteur de l'ange au Réalgar. Également au Réalgar, un recueil, un mince recueil, là encore une plaquette un peu, de Olivier Deschizeau. Alors je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais je crois que, alors c'est dans la collection L'Or Piment dirigée par Lionel Bourg, et je pense ici que la couverture est de l'auteur lui-même. Oui, je pense. Déploration, ça s'appelle. Bien. Et
Et la mort comme reine, c'est un livre qui est dédié à la mère du poète. Ça a été publié en 2017, mais le poème est de 2016. Et c'est un poème élégiaque parce que c'est un recueil qui a été écrit, une suite de poèmes, qui a été écrite en lamentation, en déploration, justement. C'est aussi le titre de l'encre qui est en couverture. Après la mort de sa mère. Voilà. Et alors, il se trouve que ça a un peu résonné chez moi, parce que des deuils, on en a tous, et on en a bien sûr. C'est malheureusement la chose la mieux partagée du monde, expérience à la fois commune, universelle, et puis absolument pas partageable. Moi, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées récemment, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que ça fait 6 ans que mon grand-père maternel est mort, il y a vraiment beaucoup de choses là qui sont remontées à cette occasion-là. Je ne saurais pas très bien dire pourquoi là, mais voilà. Et j'aimerais lire ce poème d'Olivier Deschizeaux, en hommage à mon grand-père maternel. Dans la nuit épaisse, un homme se vêt de mes rivages. Il dépasse à peine les neiges d'Alméria que déjà s'offre à lui le temple maudit. Autrefois, il rêvait d'une bonne étoile à croquer, un plancher qui craque dans le château d'Éden. Et nous voilà encore sous le joug du loup. Une chemise blonde gît sur le flanc de mes articulations cérébrales. Mais il s'avère que cet homme qui erre en moi, que je hante depuis tant de siècles, n'est autre que mon reflet sous tes paupières. Poème numéro 6 de la, que je dise pas de bêtises, de la deuxième partie de Et la mort comme reine, là encore aux éditions du Réalgard. Sans rapport au cœur, enfin sans transition, et c'est pas un livre que je viens de finir de lire, en fait j'aurais dû en parler au début, c'est pas un livre que j'ai prêté non plus, c'est pour ça qu'il n'est pas avec les deux autres, c'est un livre que j'ai repris sur mes étagères parce que je voulais en traduire un petit passage pour les traductions sans filet, ce que j'ai fait, et je ne l'ai pas encore rangé. C'est le premier roman de Katrina Kalda, un roman estonien, et Katrina Kalda, c'est une écrivaine de langue française qui vit en France, d'origine estonienne, c'est son premier roman, elle en a écrit 2 autres depuis que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lu, et la raison pour laquelle en fait, je m'étais intéressé aussi à ce texte-là, c'est parce que j'ai découvert totalement par hasard que Katrina Kalda, que je connaissais par ailleurs, écrivait et avait publié chez Gallimard, parce que Katrina Kalda, c'est une des collègues du service commun de documentation de l'université de Tours, de la BU de Tours, et je travaille régulièrement avec elle. Voilà, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou. Je vais re-ranger son livre, mais voilà, on pense à elle régulièrement. Autre livre, tiens, que j'ai sorti de mes étagères, pas du tout parce que je viens de le lire ou de le relire vraiment, c'est la traduction française de 2 textes très importants de Walter Benjamin, des textes autobiographiques, Enfance berlinoise et Sens unique, traduit de l'allemand par Jean Lacoste, Einbahnstraße et Berliner Kindheit, et c'est un livre que j'ai lu il y a déjà un petit moment, je ne pourrais pas dire quand, facilement 10 ans je pense, et la raison pour laquelle je l'ai ressorti, c'est parce que Azélie Fayol, de la chaîne YouTube Un Grain de Lettres, je vous invite à... Il faut que j'essaie de penser à mettre des liens, je ne sais pas si je vais y penser, mais il faut me le rappeler en commentaire, Azélie, si elle regarde ça, il faut absolument qu'elle pense à me dire « Eh oh, tu m'as fait de la pub à l'oral, mais tu ne l'as pas fait au niveau des liens ». Donc Azélie Fayol de la chaîne Un Grain de Lettres, récemment elle a parlé de Benjamin, elle a parlé de ces textes-là, et donc voilà, on a un peu échangé dessus, et pour ce faire, je suis allé un peu m'y replonger, et je vais lire un extrait de Enfance berlinoise. Il se peut que ce qui rende le passé si lourd et si prégnant ne soit rien d'autre que la trace d'habitudes disparues dans lesquelles nous ne pourrions plus nous retrouver. La manière dont ce passé est combiné aux grains de poussière de notre demeure en ruine est peut-être le secret qui explique sa survie. Quoi qu'il en soit, il y a pour tout homme des choses qui développent des habitudes plus durables que toutes les autres. Ce sont elles qui formèrent les aptitudes qui déterminèrent ensemble son existence. Et comme en ce qui me concerne ce furent la lecture et l'écriture qui jouèrent ce rôle, rien de tout ce qui m'échut dans mes premières années n'éveille de nostalgie aussi grande que la boîte de lecture. Elle contenait sur de petites tablettes les différentes lettres en écriture manuscrite, plus juvéniles, et même plus virginales que les lettres imprimées. Elles s'allongeaient élancées sur leur couche inclinée, chacune parfaite et achevée, et liées dans leur succession par la règle de leur ordre, le mot auquel elles appartenaient comme des nonnes. J'admirais la manière dont tant de simplicité pouvait s'allier à tant de splendeur. Ce mot, c'était un état de grâce.
et ma main droite, qui docilement s'efforçait de le reproduire, ne le trouvait point. Elle devait rester dehors comme le portier qui doit introduire les élus. Aussi son commerce avec les lettres était-il plein d'abnégation. La nostalgie que celui-ci éveille en moi prouve à quel point il n'a fait qu'un avec mon enfance. C'est un extrait seulement d'un texte plus large qui s'appelle La boîte de lecture. C'est donc dans Enfance berlinoise de Walter Benjamin, traduit par Jean Lacoste. On continue, tiens d'ailleurs avec un livre, là encore un premier livre qui vient juste de paraître. J'avais dit que j'en parlerais, eh bien oui, je vais en parler. Ahmed Slama, Orance, roman publié en septembre 2018 aux éditions Incipit en W. Et là encore, le mieux c'est de commander avec le lien que je vais indiquer en dessous. Donc si j'oublie d'indiquer le lien, il faut me le rappeler et je ferai le nécessaire. On va voir qui c'est qui suit. Enfin, je pense que Ahmed il est en train de regarder ça. Ahmed Slama, je le connais depuis très peu, grâce à François Bon, qui a parlé de ce livre-là dans un de ses services de presse. Et ça m'a, enfin, ce qu'il en a dit m'a vraiment rendu curieux. Donc, il se trouve qu'ensuite, on s'est contacté par Facebook et on est devenu contact Facebook. Et Ahmed Slama, donc, il a... Je lis la quatrième de couverture, c'est un texte d'une centaine de pages, je vais en parler dans quelques instants. Ahmed Slama est né à Oran, il poursuit à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis des études de littérature entamées à la faculté d'Oran. Il a publié un récit en hyperlien, Remembrance, aux éditions Hippalage. Orance est son premier roman. Donc j'ai pas encore eu la curiosité, c'est mal sans doute de ma part, d'aller voir du côté de Remembrance, mais c'est parce que je veux parler que de Orance aujourd'hui. Et Orance, c'est un livre, donc c'est un récit d'une petite centaine de pages. Ça s'appelle Orance, pourquoi? Parce que ça se passe à Oran. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Orance? Pourquoi ce néologisme? On peut s'imaginer pas mal de choses. L'errance, évidemment, l'attitude de prière, de dévotion, parce qu'il y a aussi de ce côté les orants, ceux qui prient, bien sûr, il y a forcément ce sens-là qui est présent. Il y a certainement toute la question aussi, il y a peut-être un jeu de mots avec le rance, parce que le rapport à la ville est extrêmement ambigu, parce que c'est une ville fascinante, c'est une ville magnifique, c'est une ville dans laquelle le personnage principal vit intensément de grandes expériences, mais c'est également... on est dans la retenue permanente, et on est dans une forme de frustration permanente aussi, donc peut-être qu'on peut entendre ce rance aussi, beaucoup plus négatif. On peut aussi éventuellement entendre, bien sûr, la question de l'oralité, l'oralité, et cette oralité, elle est rendue par un dispositif textuel très particulier, qui est celui du... Alors, je n'ai pas envie de parler de stream of consciousness, parce que c'est pas du stream of consciousness, mais c'est plutôt du stream of textuality, parce que le texte se présente sous forme de blocs. Je ne sais pas si on le voit bien ou pas, ou si j'ai choisi le meilleur exemple, mais enfin voilà, il y a des blocs, des paragraphes qui se terminent par des virgules et qui recommencent, et donc il y a des espèces de blocs de texte comme ça qui essaient d'épouser une sorte de courant textuel qui essaie d'épouser un courant de vie, un courant biographique, parce que c'est un récit dont on ne sait pas trop s'il est autofictionnel ou pas, à la rigueur la question n'est pas très importante, mais il y a une sorte de travail de la forme récit par rapport à la forme ville, qui n'est pas sans rappeler en fait d'une certaine manière des grands modèles pour moi que seraient dans la prose moderniste, et je pense que ce sont des textes plus ou moins contemporains d'ailleurs les uns des autres, le Pétersbourg de Bieli, le Dubliners de Joyce, encore que Dubliners il faudrait vraiment identifier certaines nouvelles particulières. Je pense que la vision justement en flux continu de la ville de Dublin est finalement plus présente dans Ulysse et dans Finnegan's Wake, mais enfin, surtout dans Ulysse finalement. Et puis un troisième modèle qui serait la Berlin Alexanderplatz de Dublin, alors qui est plus tardif bien sûr. Mais enfin on est dans le premier tiers du XXe siècle. Et donc Ahmed Slama, un siècle plus tard, il reprend un peu ces modèles à frais nouveaux, dans un contexte complètement différent, et il livre l'histoire, le récit de ce jeune garçon, puis de ce jeune homme, qui est un peu empêtré dans son existence, qui est un peu empêtré dans la ville d'Oran, et qui cherche avec son amoureuse, alors il y a de
très nombreuses péripéties, parce que c'est aussi un très très beau texte sur le désir masculin, sur le désir des adolescents, sur la masturbation, sur la prostitution. Il y a énormément de pages sur la fascination pour les bordels et les visites qui sont toutes plus ou moins des échecs au bordel d'ailleurs. Donc il y a tout ce côté très masculin, mais donc il y a tout ce côté, voilà, un peu Bildungsroman, un peu roman de formation, roman d'apprentissage, l'orphelin, puisqu'il est livré à lui-même assez jeune, qui essaie de s'échapper de sa ville. Et donc Orance, c'est à la fois une sorte de récit-poème très nostalgique sur la ville d'Oran, et c'est aussi le récit de la manière dont on cherche à échapper à Oran, finalement, à s'enfuir, à aller en France, en fait. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça vient juste de me traverser l'esprit en le faisant, un jeu de mots sur Oran, France, hein, Orance, c'est-à-dire Oran et le fait qu'on ne se supporte à Oran qu'en ayant les yeux un peu rivés vers l'émigration vers la France, je sais pas, j'avoue que ça m'était pas venu. Je sais plus à combien je suis d'hypothèses pour le titre, 4, 5, je sais pas, et si ça se trouve, je suis complètement à côté, et, mais je pense que, enfin, je ne connais pas bien Ahmed, on ne se connaît pas du tout en vrai, et, on se connaît un peu parce qu'on échange sur les réseaux sociaux, je ne sais pas très bien, je vois mal Ahmed Slama écrire en disant tu t'es totalement trompé, ou même me donner une autre clé en disant c'est intéressant mais il y a une autre clé que tu n'as pas du tout vue. Je pense qu'il va me laisser me dépatouiller tout seul, et c'est très bien, enfin d'un certain point de vue c'est très bien comme ça, on est seul avec les textes aussi, on est seul avec les textes et puis avec tous les autres textes qu'il convoque et dont je parlais d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce récit d'apprentissage, ce récit de formation, très très beau, avec une... Alors, je vais en venir, j'ai parlé de la structure, j'ai parlé assez rapidement de l'histoire, ça se termine en fait de manière un peu abrupte. Je ne vais pas raconter la fin, parce que c'est pas un livre qu'on lit pour les événements, c'est pas un livre qu'on lit pour l'intrigue ou pour savoir ce qui se passe, encore que, quand on est dedans, et c'est pas pour ça qu'on le lit, mais quand on est dedans, on a quand même envie de savoir la suite. Donc c'est assez malin de ce point de vue-là d'ailleurs. Mais je raconte pas la fin, voilà, je vais pas faire, ou alors je fais une spoiler alert, mais non, je vais pas raconter la fin. La raison pour laquelle vraiment on reste attaché à ce texte, et pour lequel ce texte va me demeurer, c'est pour son écriture, qui est une très très belle écriture, par-delà d'ailleurs le principe structurel d'essayer d'écrire en flux, d'essayer de fonctionner de manière accumulative, c'est extrêmement bien écrit, c'est un texte vraiment très très beau. Et je vais lire plusieurs extraits. Il prête un exemplaire d'une saison en enfer de Rimbaud, parce qu'évidemment le roman de formation de ce jeune homme, c'est un roman de formation d'écrivain en fait aussi. Il prête une saison en enfer qu'il offre, enfin non, il offre pardon une saison en enfer à une jeune fille dont il est amoureux, Ghislaine je crois. Je dis peut-être des bêtises, là j'ai peut-être raté un épisode, enfin j'ai peut-être déjà oublié, mais ça c'est Alzheimer, c'est moi, hein, c'est pas... Bon. Et en fait, elle lui rend le livre. Elle sortit de son sac ce livre offert par lui quelques mois auparavant. Tiens, j'ai rien compris à ce charabia. Il remonta, boulevard Mata, réconfort, celui de n'être jamais sorti avec Ghislaine. C'était bien Ghislaine. Il répétait, saison en enfer, charabia, échouant à les lier. Comment? Interrogation dissipée, lueur bleutée aux abords de l'appartement familial, ambulance qui filait à tout berzingue, crissement, arrêt, et 2 ambulanciers s'engouffrèrent, immeuble. Il les suivit premier, deuxième étage, au palier du 3e, les attendaient 2 flics, avant même qu'ils présentent condoléances, le gamin comprit. Des années que sa mère et lui recevaient de ces lettres assassines, tous deux étaient conscients des risques, seule l'incertitude du lieu, du temps et du mode subsistait. Suit une ellipse, on comprend que la mère a été tuée, la mère qui en fait pratiquait le métier de faiseuse d'ange, d'accoucheuse clandestine, et qui donc recevait des lettres de menace. Donc, on comprend ça, c'est jamais vraiment dit, le plus explicite c'est ce que je viens de vous lire, et c'est lié totalement au passage dans lequel la jeune fille avec laquelle il n'est jamais sorti lui rend saison en enfer, et il rentre en se disant, mais enfin c'est pas possible, en fait on cesse d'être amoureux quand quelqu'un comme ça comprend aussi mal un livre que vous aimez autant. Charabia. Et c'est en rentrant, évidemment, il reprend la saison en enfer, et effectivement, il entre dans la saison en enfer, puisqu'il retrouve sa mère assassinée, il rentre chez lui, et sa mère est assassinée. Et ça, c'est jamais explicité, là, c'est moi qui, lourdement, fais ce lien.
Mais le lien n'est pas fait, c'est au lecteur de le faire. Et tout le texte est écrit comme ça, et tout le récit est écrit comme ça, et c'est vraiment très, 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 très beau. Je vais lire 2 autres passages. C'est très difficile d'extraire, parce qu'il y a cette espèce de flux, donc on est un peu obligé de couper de manière abrupte. Donc je vais lire un paragraphe qui se termine par une virgule, parce que sinon il faudrait que je lise tout, et si je commence à faire une vidéo, je lis Oran, il vaut mieux que je demande à Ahmed de le faire lui-même, et évidemment ça va durer des heures. Aucune distraction à Oran. Seule se dressait contre l'ennui une cinémathèque antique, un théâtre miteux et les cafétérias. Elle proliférait sur la scène oranaise, les hommes y naissaient, y pourrissaient, y périssaient, affalés sur ces inconfortables chaises plastiques, éclusant encore et toujours le café court, liquide noir, liquide lourd, ce pétrole-là au moins il nous appartient. Ce temps qui tout gluait, stagnation, tendre brou et dur ah, évoquant de ces souffrances ineffables, estomac vide, couilles remplies à ras-bord. Voilà, donc là il y a vraiment un portrait de la masculinité avachie, de ces hommes avachis qui boivent le seul pétrole qui leur appartient, qui est le café, avec le travail sur la sémiotique, le travail sur les signes, hein, tendre brou et dur AA. Donc voilà, moi je trouve que le travail sur le mot même de brouhaha fait une sorte de point d'orgue à cette description du brouhaha et de l'anéantissement dans le néant un peu, enfin voilà, comment dire, dans l'indolence, dans la fainéantise au sens littéral, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, des cafés oranais. Et comme c'est vraiment très beau, je ne peux pas m'empêcher de lire un troisième extrait, mais vraiment, et je ne le dirai jamais assez, c'est Orance de Ahmed Slama, il faut vraiment lire ce livre. Hein. Quitter Oran, jamais il n'y avait songé. Il y naquit, il y poussa, il y barbotait depuis des années, décor inchangé, quelques nuances infimes s'y surajoutant. L'idée le charma. Il acquiesça, elle serra sa main. Ils se rapprochèrent, apposèrent leurs lèvres, il y eut ce raclement ostentatoire. Serveur. Ils se raidirent, laissèrent leurs mains traîner, abolissant la table qui les séparait. Lily revint à ses papiers, à leurs projets, scrutant d'un œil rapide la liste de documents à fournir, simple formalité, seul l'argent posait problème. C'est que l'on demandait une somme assez importante, près de 5000 en devises étrangères. Et là encore, il y a vraiment un travail sur l'information, la manière dont l'information lui est donnée, dont la prise de décision est faite, le lien avec tout le contexte, soit dans une écriture qui prend de l'ampleur, qui se fait ample, ce que j'appelais le courant tout à l'heure, soit qui est extrêmement abrupte. Hein. Il y eut ce raclement ostentatoire, virgule, serveur, point virgule. Là, je l'ai lu, donc j'ai pas dit les signes de ponctuation, mais il y a ça, voilà. Il y eut ce raclement ostentatoire, virgule, serveur, point virgule. Donc l'intrusion aussi de quelque chose de brutal, qui est le fait que c'est pas un couple officiel, ils sont pas mariés, donc ils n'ont pas le droit de s'embrasser, de se tenir la main, même dans un café, et en tout cas, ils sont extrêmement dérangés par cette situation. Voilà, donc j'en parle pas forcément très bien, mais bon, j'espère au moins avoir fait passer le message principal qui est allez-y voir par vous-même, comme aurait dit Lautréamont. On continue avec un livre alors qui m'a déçu, ça me gêne un petit peu de le dire parce que j'aime beaucoup Ryoko Sekiguchi. J'ai plusieurs livres d'elle ici, je ne les ai pas tous ressortis. À l'occasion, je le ferai. Après tout, on peut commencer à envisager une 150e nouvelle série sur les écrivains, les poètes, les machements. Et donc, Ryoko Sekiguchi, c'est son tout nouveau livre, Nagori. Et Nagori, littéralement, reste des vagues. C'est lié à la saison de l'automne et ça évoque la nostalgie de séparation. Et donc elle consacre un livre à ça. Ryoko Sekiguchi, qui depuis quelques années travaille énormément avec les restaurateurs, dans le principe de la cuisine, qui a fait un très grand nombre de livres autour de ces sujets-là. Donc la gastronomie, en fait, le lien entre poésie, gastronomie, création, Europe et Japon, enfin c'est une œuvre qui est très très insolite aussi de ce point de vue-là. Elle vient de dire, je le signale juste parce que c'est un livre que je ne connais pas, que son premier livre, Calque, publié en 2001 chez POL, venait d'être traduit en castillan, en espagnol, donc bon, voilà, c'est une petite information au passage. Et moi je l'avais découverte par Cassiopée PK, qui était de la même année d'ailleurs, qui est de 2001, que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris, la seule fois je crois où j'y suis allé, ou une des 2 fois où j'y suis allé. Bref, peu importe, c'est pas tellement ça dont il s'agit. Moi j'avais beaucoup aimé Ce n'est pas un hasard, qui est une chronique de
du tremblement de terre, enfin du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima. C'est un très beau livre. La voix sombre aussi, c'est un très très beau livre sur l'enregistrement, sur l'archive de la voix, sur la nostalgie de la voix. Et ce livre-là, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, m'a un petit peu plus laissé sur ma faim, sans mauvais jeu de mots. J'ai pas été extrêmement convaincu par ce livre. Bon, il y a des très très belles pages quand même, hein, mais presque sociologique en fait, d'un certain point de vue, une sorte de lien entre, enfin, de texte qui est à mi-chemin entre l'égo-histoire et donc une forme de poésie aussi du soi, du lyrisme, et puis une forme de sociologie en fait. Je vais en citer quelques extraits, ça m'évitera de trop bafouiller, de trop dire de bêtises. Un jour au restaurant, j'ai pu déguster des figues toutes petites, à peine de la taille d'une groseille, marinées légèrement au vinaigre en accompagnement d'un plat de pigeons. C'était un luxe de pouvoir les manger si jeunes. Les figues pas mûres révèlent une autre saveur, une texture beaucoup plus ferme, presque croquante. Un goût frais plutôt que mielleux, explosant dans la bouche, qui formait avec l'acidité du vinaigre un mariage parfait. La présence de ces fruits minuscules donnait à l'assiette une allure de mois de juin, quand le parfum des feuilles de figuier embaume l'air avant que l'arbre ne porte ses fruits, les prémices de l'été contenues dans de toutes petites figues. Alors là où mon expérience est un peu différente, c'est que pour moi l'odeur quand même des feuilles de figuier, qui est une odeur super importante et intense et que j'adore, et qui vraiment effectivement correspond à une saison, c'est plutôt plus tard, c'est plutôt en juillet-août pour moi il me semble, et puis les figues vraiment mûres c'est fin août et septembre. D'ailleurs, quand on part toujours des Landes vers le 20 août, on ne mange jamais les figues, c'est du jardin, ça c'est assez pénible. Bien, voilà, vous voyez d'ailleurs c'est un livre qui fait dériver un peu vers l'anecdote personnelle aussi. Reste que sans l'intervention du feu et du travail humain, l'on peut se croire en contact plus direct avec les produits. On pourrait en dire autant de la mode généralisée des cuissons raccourcies pour de nombreux produits, au-delà des théories scientifiques qui vantent les bienfaits du mi-cuit. Comment en arrive-t-on à apprécier massivement les haricots presque croquants quand ces derniers étaient considérés il y a une petite dizaine d'années comme pas cuits? Voilà, donc elle pose aussi des questions de mode, hein, de goût, en quoi notre goût évolue. Il y a un goût des saisons, il y a un goût des époques, il y a un goût des générations. Je vais lire un troisième extrait. Ce qu'elle raconte là se passe à la Villa Médicis, lors de son séjour à la Villa Médicis à Rome, puisque le livre, en fait, je ne l'ai pas dit, mais a été écrit principalement suite à cette résidence à la Villa Médicis, dont elle dit que ça a été une année extrêmement importante, extrêmement créative pour elle, et elle donne d'ailleurs à la fin du livre le menu d'un repas extrêmement complexe, au moins dans le nombre d'ingrédients impliqués, qu'elle a donné aux pensionnaires de la Villa Médicis quand elle est partie. Je lis page 119, c'est vers la toute fin du livre. Ce qui m'est apparu avec force, c'est que ce n'était pas tant la proximité de la nature qui m'avait rendu sensible aux saisons. C'était d'abord et avant tout la conscience que je vivais une expérience unique et circonscrite qui ne durerait que le temps d'une année. Là, elle parle de ça, de son année à Rome. Elle sait qu'elle va rester qu'une année à Rome. Ces fleurs d'oranger, ces lucioles, ces acanthes, je savais que je ne pourrais plus les revoir. Nous, les pensionnaires, nous savions qu'il n'y a qu'un an de vie à la Villa Médicis, donc que nous ne verrions chaque saison qu'une seule fois. Les lucioles, bien qu'ayant une vie éphémère, me semblaient plus durables que moi, puisqu'elles étaient destinées à réapparaître en ce lieu l'année suivante, bien que ce ne soient plus les mêmes, quand nous n'y serions jamais plus. Nous étions ces êtres qui ne disposaient que d'un an de vie dans ce monde, le monde de la villa. Les arbres, les insectes, les pierres, tout resterait, sauf nous qui étions juste de passage dans ce monde villa. Voilà pour Nagori, donc un livre sur la mélancolie des saisons, sur la saison du reste des vagues, la saison qui vient de nous quitter, et donc sur cette année à la Villa Médicis, autour des saveurs, des odeurs et de la nostalgie. Mais c'est un livre que j'ai trouvé un peu, je sais pas, un peu foutraque, un peu bizarroïde. Bon, je ne suis pas très enthousiaste. Enfin, je recommande Ryoko Sekiguchi, mais si vous deviez suivre mon conseil, lisez plutôt Ce n'est pas un hasard, en fait, voilà, je vais simplifier. Ce n'est pas un hasard ou La Voix sombre. J'aime énormément Héliotrope, mais très honnêtement, faut être accroché quand même, faut avoir le cerveau bien accroché pour lire Héliotrope. Donc voilà, Ce n'est pas un hasard ou La Voix sombre, c'est très bien.
Je vais parler à présent d'un livre des éditions du Réal Gare, décidément, voilà. Un oiseleur, Charles Maurice, de Lionel Bourg. Alors Lionel Bourg, c'est le premier livre de lui que je lisais, mais j'en ai au moins un autre sur ma pile de livres à lire désormais. C'est un écrivain qui a une soixantaine d'années et qui en fait dirige la collection L'Or Piment aux éditions du Réal Gare. Et ces livres des éditions L'Or Piment, j'en ai déjà beaucoup parlé. Emmanuel Ruben, Carole Dailly. Je lisais au début de cette vidéo un extrait de Et la mort comme reine d'Olivier Deschizeau. Et puis bien sûr Lionel-Édouard Martin. C'est par Lionel-Édouard Martin que j'ai découvert L'Or Piment et les éditions du Réal Gare. Et ce tout petit livre, c'est un livre qui cherche à faire une sorte de petit témoignage comme ça, très bref, sur le personnage de Charles Maurice. Donc c'est pas du tout biographique au sens précis, mais c'est ce poète très particulier, à la fois de toutes les aventures expérimentales de la fin du 19e siècle et en marge en fait de toutes ces aventures-là. C'est vrai qu'il n'a jamais été profondément, réellement symboliste ou décadentiste. Et donc voilà, donc il lui consacre ce petit livre qui est très, très insolite comme ça, et que j'ai bien aimé, bon, qui se lit vite, hein, ça fait 30 pages, hein, 30 petites pages, et c'est dans une collection, voilà, il y a quelques livres de cette collection-là. J'en ai un autre sur ma pile de livres à lire, c'est Kerouac de Belgoat, voilà. Donc, à lire pour Maurice, à lire pour Saint-Étienne, certainement, pour les Stéphanois, et puis à lire aussi pour le poème de Verlaine et pour le paysage mauricien qui s'en redégage. Lionel Bourg, Un oiseleur, Charles Maurice. On en vient au dernier livre de ce Je range mon bureau, peut-être le plus long de tous, hein, de toute la série. Je ne parle pas du livre, hein, c'est pas le livre qui est long. Là, c'est cet épisode de Je range mon bureau qui est long. Et c'est encore aux éditions du Réal Gare, et encore, je crois, dans la collection L'Or Piment, je sais pas, non, c'est pas écrit en fait. Je dis peut-être des bêtises. Bon, ça pourrait être dans la collection L'Or Piment parce que c'est un texte accompagné d'illustrations, c'est donc un des points communs, c'est un des principes de la collection. Et ici, ce sont des peintures et des dessins de Per Kirkebø, Per Kirkebø qui est un grand plasticien, peintre et dessinateur danois, contemporain. Je dois avouer que je connaissais Per Kirkebø et je ne connaissais pas, il n'y a encore pas si longtemps que ça, Emmanuel Ruben. Et Emmanuel Ruben, j'en ai déjà parlé parce que j'ai adoré Terminus Schengen, qui est son dernier livre paru justement aux éditions du Réal Gare et qui est magnifique. Donc voilà, je le rappelle, hein, Terminus Schengen d'Emmanuel Ruben, c'est vraiment un livre très important. Où est-ce qu'il est? Tiens, allez, il n'est pas loin puisqu'il est là, je suis devant. Là, il y a les rayonnages de poésie, puis là, il y a les rayonnages Afrique. D'ailleurs, la partie Afrique francophone, anglophone, il n'y a pas de ça, c'est le bazar, parce que j'ai plus du tout assez de place, il faudrait que je range tout, que je retrie, enfin bon, bref. Donc voilà, je suis devant ces étagères-là, donc ça m'a permis d'attraper facilement Terminus Schengen, donc voilà, je le rappelle. Je dérange mon bureau et je dérange ma bibliothèque et je range mon bureau. Bien. Donc on en vient à Ice Color, ou ouais, je suppose que ça se dit Ice Color. Donc c'est ce texte publié en 2000, on ne sait pas, en 2000, qu'est-ce que je fais moi? Ah, je trouve pas l'année de publication. 2014. Donc aux éditions du Réal Gare, et c'est donc avec des dessins et des peintures de Per Kirkebø, mais c'était un texte sur Per Kirkebø, et sur le Groenland et la recherche en fait du Groenland comme une sorte de Graal par Per Kirkebø. Et donc on apprend, enfin moi j'apprends à cette occasion-là que Per Kirkebø était géologue et qu'il a participé à de nombreuses expéditions scientifiques au Groenland, et que donc ensuite il a cherché à continuer à aller régulièrement de plus en plus au nord, de plus en plus dans les espaces inhabités, pour trouver vraiment les couleurs du pôle, les couleurs du cercle polaire, le plus loin possible en fait de l'influence en fait de l'industrialisation, hein, pour le dire vite. Et donc voilà, Emmanuel Ruben il fait un livre sur ça, à partir de ça. Et c'est un livre vraiment passionnant. C'est un livre qui m'a rappelé en fait pas mal un certain nombre de livres en fait qui ont pu être faits sur ces rencontres un petit peu entre une écriture et une œuvre d'art, ou une œuvre qui influence en fait l'écrire même. C'est pas qu'il y a un projet, c'est pas qu'il y a une
un objectif spécifique, il y en a un bien sûr, mais c'est plus l'écrire lui-même qui naît de la confrontation avec une œuvre plastique et qui, dans le souci effectivement de s'approprier cette œuvre plastique et d'en dire quelque chose, se retrouve à écrire d'une certaine manière. On a vraiment l'impression de voir naître une écriture dans le texte même, dans la progression du texte d'Emmanuel Ruben. Alors c'est un livre en 10 chapitres, 10 chapitres qui sont donc illustrés, séparés, interrompus en quelque sorte régulièrement par les illustrations de Per Kirkeby. Et ces 10 chapitres effectivement vont vont eux-mêmes vers la couleur glacée, vers la ice color, je ne sais pas comment il faudrait dire, vers le continent de la couleur de glace, hein, en quelque sorte. Sachant que Ice Color, je crois que c'est le titre du chapitre 8, voilà, et que le dernier chapitre, c'est Iceberg, et sans aucune référence à Michaud, ce qui était pas si facile que ça peut-être à éviter, et qui a été, je ne dirais pas heureusement évité, mais enfin voilà, en tout cas c'est évité, donc c'est plutôt mieux qu'autre chose, en l'occurrence. Et je pense qu'une fois de plus, le mieux c'est d'en lire des extraits. Et d'en lire, tiens, par exemple, un extrait justement de ce chapitre 8, Ice Color. Lequel? Celui-là, page 100. Et en attendant, il faut bien murmurer quelque chose, il faut bien souffler son petit mot, jeter sa bouteille à la mer. Sinon, qui nous croira? Qui croira ton petit numéro de bravoure? Qui croira que tu es allé arpenter ces glaces? Écrire? Oui, tu pourrais bien écrire quelques mots avec ce stylo qui ne quitte jamais ta poche, mais rien ne sort sur le carnet. L'encre a gelé dans sa cartouche. Je me revois alors ôter mes moufles, souffler dans mes mains pour les réchauffer, retourner les nombreuses poches de mon anorak à la recherche d'un bout de crayon. D'un tout petit bout de crayon rongé jusqu'à la moelle, pas plus grand qu'un mégot. Mais comment tenir un crayon pareil par un froid pareil, sous les flocons folâtres, avec une moufle, ce moignon joufflu? Et puis il n'y a rien à décrire ici. Ce paysage sans pays, aucun vocable ne l'articulerait. Tout se dérobe ici, la parole se dévide, le sens est en déroute. Quant à ce qui te troue le ventre, pas moyen de l'avouer. C'est quand même très très beau, hein. Je trouve ça vraiment très beau. Je ne sais pas trop quoi en dire d'autre d'ailleurs, mais voilà, c'est très beau. Je vais lire un autre extrait, plus vers le début, ou vers le milieu d'ailleurs, je sais pas. Chapitre 5, bah oui, vers le milieu. Le chapitre s'intitule « Plissure rousse ». L'air pulvérulent se secoue de flocons laiteux. Neige, craie, coton, duvet. Un instant, je crois à un miracle. Je crois avoir découvert un butin et je regarde cette espèce de nid d'éder, blotti dans son entaille calcaire, là, pense une seconde aux anges, sent une foi soudaine affluer autour de moi, une foi bleue, blanche, verte, une lumière. Je hasarde ma main dans la cicatrice de la roche et tâte une matière grasse et renflée, douce, tiède, tendre et poudreuse en surface, comme la peau d'un sein tout autour de l'aréole, et tout à coup, je m'élance, dévale la pente en direction des autres, qui s'agitent, telles les forçats d'un bagne sibérien. Parvenu en bas de la montagne, je croise D, l'interpelle, le vois cueillir de ses grosses pattes grises ce que je tiens au creux de ma main tel un oiseau blessé, un oiseau qui se délite déjà sous la pression des doigts. « Du talc » dit-il. « C'est du talc !»« Du talc, oui, mais pas de serpentinite. » Pas l'ombre d'une serpentinite. Et aujourd'hui encore, n'ayant jamais vu de serpentinite, je me demande toujours si elle existe ou si notre prof ne l'avait pas inventée, si cette chasse à la serpentinite n'était pas une chasse au snark. Et je vous renvoie à ce qui précède dans le chapitre 5 pour comprendre dans quel contexte Emmanuel Ruben, autobiographe ici, se rappelle avoir fait la chasse à la serpentinite avec un professeur de SVT, je crois, je ne me souviens plus, mais en tout cas très très féru de géologie lors d'un voyage scolaire dans les Alpes. Voilà. Donc voilà, ça croise l'itinéraire personnel autobiographique d'Emmanuel Ruben avec la recherche de la Ice Color par Per Kirkeby, et c'est illustré par Per Kirkeby lui-même. C'est vraiment un très beau livre et je le recommande. C'est aux éditions du Réalgard, dont j'ai déjà parlé, dont j'ai chroniqué plusieurs livres aujourd'hui. C'est de Emmanuel Ruben et ça a été publié en 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup pour aujourd'hui.
un très long épisode de Je range mon bureau. Mais voilà, comme ça maintenant je fais table rase et je peux me consacrer à ma communication pour mardi prochain à Lyon, et puis je peux me consacrer à mes cours, et voilà. Et à plein d'autres choses. On continue.